Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce Facebook Live sur la page des femmes indignées TANAP. Bienvenue à la nouvelle école sous l'arbre des femmes indignées TANAP. Connectons-nous, bipons nos amis, je vous souhaite la bienvenue à cette école sous l'arbre, l'hebdomadaire lu pour vous des femmes indignées TANAP. Connectons-nous, bipons nos amis. Je vous souhaite la bienvenue à cette école sous l'arbre des femmes indignées TANAP, l'hebdomadaire lu pour vous. Avant de commencer, nous allons écouter le général Valsero dans 33 ans de dictature. Bienvenue à Dejoli Funke Wanja. Bienvenue à ce Facebook Live sur la page des femmes indignées TANAP, le nouvel hebdomadaire lu pour vous. Nous avons lu pour vous cette semaine, comme nous l'avons mis ensemble. Cameroun, France, tout se joue maintenant. Connectons-nous, bipons nos amis. Nous allons écouter le général Valsero dans son tube 33 ans de dictature, 33 ans de népotisme, 33 ans de misère. Écoutons le général Valsero. Connectons-nous, bipons nos amis. Bienvenue à ce Facebook Live sur la page des femmes indignées TANAP. Bonsoir, Ambe Ndjangambe Niad. Bienvenue à l'hebdomadaire lu pour vous des femmes indignées TANAP. Nous écoutons le général Valsero. Nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits reviennent au loup Alpha, le général Valsero. 33 ans de dictature. Écoutons le général Valsero. Connectons-nous, bipons nos amis. Allons-nous sortir de là? 33 ans de dictature, 33 ans de corruption, 33 ans de népotisme, 33 ans de destruction, 33 ans de souffrance, de misère sans interruption, 33 ans d'arrogance, de violence et d'humiliation. Bonjour à Alcix, bienvenue sur la page des femmes indignées. Général Valsero chantait 33 ans, aujourd'hui nous chanterons 40 ans. 33 ans de 33 pour noyer nos ambitions, 33 ans de Castel, de Guinness comme une punition, 33 ans de promesses de grande. Bienvenue à Jean-Hubert Bonny, bienvenue à l'hebdomadaire lu pour vous des femmes indignées TANAP. Contrôle de nos émotions, 33 ans de Chinois, de grosse incompréhension, 33 ans de sodomie comme une étrange addiction, 33 ans d'agression, de viol à répétition, 33 ans de... Bonsoir Jean-Hubert Bonny, bienvenue à l'hebdomadaire lu pour vous des femmes indignées TANAP. C'est quoi ton truc, l'explosion? Regarde ces jeunes, ils ne rêvent plus, sinon de partir très loin. Regarde ces jeunes, ils ne luttent plus, ça sert à rien pour certains. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui, vas-y, prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons, y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui, vas-y, prends-le. Connectons-nous, bipons nos amis. Bienvenue à ce Facebook Live sur la page des femmes indignées TANAP, l'hebdomadaire lu pour vous. À 33 ans de calvaire a succédé le terrorisme, plus de marche arrière possible, on est tous devenus des cibles. Y'a la guerre pour la survie, toi tu t'en sers pour survivre, t'es prêt à tout et ça se voit, pour garder la mainmise, sur des prébendes, ton confort, ton... Nous n'avons aucun droit sur cette musique du général Valsero. Tous les droits reviennent au loup Alpha, le général Valsero. 33 ans de picole, t'as toujours soif, t'es trop bizarre. C'est bon, t'as réussi, les jeunes ont tous baissé les bras. Ils ont décidé de boire et de coller la petite. Tu peux dormir tranquille, t'entendras plus cette petite voix qui te posait des questions. Bienvenue à Nadège Laure, bienvenue à l'hebdomadaire lu pour vous des femmes indignées. Connectons-nous, bipons nos amis. T'as fini par rendre idiot des plus farouches opposants. T'as fini par rendre faible une nation qui était forte avant. J'espère que t'es content, que tu te sens fort et puissant, car pour moi tu resteras le dernier des présidents. Bonjour à tous, connectons-nous, bipons nos amis. Bienvenue à ce Facebook Live sur la page des femmes indignées TANAP.
Bienvenue à Madeleine Yonda, bienvenue à ce Facebook Live sur la page des femmes indignées Tanap. Nous écoutons le général Valsero dans 33 ans de dictature. Nous n'avons aucun droit sur cette musique. Toi et les vampires qui t'entourent entre la patrie et la mort, t'as fait mourir la patrie. Sous d'autres cieux, tu serais mort sous les coups de la patrie. Vas-y, profite tant que tu peux ici-bas, rien n'est éternel. Connectons-nous pour nos amis. Bienvenue à l'hebdomadaire lu pour vous des femmes indignées Tanap. Nous avons lu pour vous cette semaine France-Cameroun, tout se joue aujourd'hui par l'historien Achille Bembe. Bienvenue à Paul Chomchua Singé. Bienvenue à ce Facebook Live sur la page des femmes indignées. Bienvenue à l'hebdomadaire lu pour vous des femmes indignées Tanap. Nous avons lu pour vous cette semaine un extrait de Urgence de la pensée du président élu Maurice Kamto et les conclusions des travaux de Achille Bembe, Cameroun-France, tout se joue aujourd'hui. Connectons-nous du point, nos amis. Bienvenue à ce Facebook Live sur la page des femmes indignées Tanap. Merci au général Valsero, 33 ans de dictature, 33 ans de népotisme, 33 ans de destruction. Comme nous pouvons le comprendre, aujourd'hui nous chanterons 40 ans, 40 ans, 40 ans. Nous n'avons aucun droit sur cette musique, tous les droits reviennent au loup Alpha, le général Valsero, 33 ans de dictature. Bienvenue à tous, aujourd'hui dans cet hebdomadaire lu pour vous des femmes indignées Tanap. Nous avons lu pour vous cette semaine Cameroun-France, tout se joue aujourd'hui, des travaux de l'historien Achille Bembe. Et nous avons aussi lu pour vous un extrait de Urgence de la pensée du président élu Maurice Kamto. Aujourd'hui, nous nous battons dans notre pays pour une indépendance véritable. Le peuple camerounais se bat pour exercer son droit constitutionnel qui est de choisir librement les dirigeants que nous voulons à la tête de notre pays pour présider à notre destinée. Bienvenue à Pascal Niamsi, bienvenue à votre Nyonga Kevin, j'espère que je n'écorche pas le nom. Bienvenue à ce Facebook Live sur la page des femmes indignées. Je disais donc que le peuple camerounais a soif de liberté. Le peuple camerounais a soif qu'on respecte son droit constitutionnel, moi y compris. Le peuple camerounais veut choisir librement ses dirigeants. En 1992, le peuple avait fait sa part. En 1992. Mais tout le monde, en 1992, a trahi le peuple camerounais. Parce qu'aux élections présidentielles de 1992, si seulement Ni John Frundi avait accepté de s'aligner, ou bien Bello Bouba, s'il avait accepté de s'aligner, de se mettre ensemble avec Ni John Frundi, peut-être que les résultats, l'écart aurait été assez grand pour que Paul Biya ne prenne pas la victoire de Ni John Frundi. Donc en 92, le peuple camerounais a été trahi, je peux dire par l'opposition, parce que le peuple était motivé. Le peuple était très motivé. Mais l'armée était motivée contre le peuple et le gouvernement, Paul Biya, était décidé à garder son poste. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, nous nous battons toujours. Depuis les indépendances dont nous rêvons de la vraie souveraineté dans notre pays, je vais vous lire, commencer par un extrait de Urgence de la pensée du président élu Maurice Kamto, qui, dans ce livre, invite le peuple camerounais vraiment. Nous devons réfléchir à ce que nous voulons vraiment et nous donner les moyens d'obtenir cette souveraineté, cette liberté dont nous rêvons tant. C'est le deuxième extrait, je vous ai lu un autre la semaine dernière. Nous le lirons progressivement jusqu'à la fin.
Extrait donc de urgence de la pensée du président élu, le professeur Maurice Kamto. En Afrique, le pire n'est jamais derrière nous. L'indépendance s'annonçait sous les auspices de la liberté retrouvée. Les hurrahs qui se levaient des quatre coins des républiques naissantes étaient cris d'espoir, échos sonores d'un rêve longtemps caressé du fond de la nuit coloniale. Mais à peine nos voix vibrantes ont été vrillées, ont-elles vrillé le ciel de nos vivaces d'hommes libres, que nous avons perdu le droit de nous exprimer dans un style libertin de nos êtres singuliers. Nous devions répondre à l'appel à la mobilisation nationale. Et nous disions, notait Maria Mamba, qu'au-dessus des inclinations inévitables pour tel ou tel parti, tel modèle de société, il fallait l'unité nationale. Comme l'a montré admirablement Madame Elebedji, la logique unitaire que commande la recherche identitaire a dissous l'individu dans l'anonymat de l'unanimisme et lui a arraché la racine de la conscience politique libre. Fini le droit à la contestation, à la dissidence intellectuelle, à la possibilité de doute. Dans le « nous avons gagné », scandé frénétiquement les jours d'indépendance, enchaîne Alain Finkielkraut, la première personne du pluriel avait changé de sens. Nous, c'était le pronom de l'authenticité retrouvée. C'est désormais celui de l'homogénéité obligatoire. C'était l'espace chaleureux de la fraternité combattante. C'est le glacis où la vie politique s'étiole et se fige. C'était la naissance à elle-même d'une communauté. C'est la disparition de tout intervalle et de toute possibilité de confrontation entre ses membres. C'était un cri de révolte, c'est le soliloque du pouvoir. Léopold Sédar Senghor affirme, depuis l'indépendance, il y a moins de pluralisme. C'est là qu'il faut voir les raisons du recul de l'Afrique dans les domaines de l'économie et de la culture. Alors, faut-il parler de la nuit coloniale ou de la nuit des indépendances? On avait rêvé de soleil et très tôt est venu le crépuscule. Irons-nous jusqu'aux ténèbres? Ça, c'est un extrait de Urgence de la pensée du professeur Maurice Kamto. Je vais m'arrêter là. Et je répète la dernière phrase. Alors, faut-il parler de la nuit coloniale ou de la nuit des indépendances? On avait rêvé du soleil et très tôt est venu le crépuscule. Irons-nous jusqu'aux ténèbres? En fait, il parle là parce qu'un peu avant les indépendances, on s'est rendu compte que pendant la période coloniale, les écrivains, les poètes étaient un peu plus libres. Et qu'aussitôt après l'indépendance, certaines restrictions se sont fait ressentir plus fortement. Nous lisons là donc un texte du professeur Maurice Kamto qui nous invite à la pensée, à réfléchir. Qu'est-ce que le peuple africain veut vraiment? Si nous voulons de réelles indépendances pour nos pays, nous devons nous battre pour cette indépendance-là. Nous devons nous battre pour nos libertés. Nous devons nous battre pour que ce que nous avons subi au Cameroun ces 40 dernières années, que cela ne se passe plus jamais au berceau de nos ancêtres. Nous devons nous battre pour que ce gouvernement, pour que le peuple camerounais doit faire tout ce qui est à son possible pour mettre le gouvernement du renouveau, pour débarrasser le Cameroun du RDPC et du gouvernement du renouveau. La diaspora fait sa part, mais aujourd'hui nous devons nous battre aussi pour que le peuple camerounais du 237 comprenne que la balle est dans son camp. C'est ensemble que nous réussirons à former la masse critique nécessaire pour combattre le parti-État RDPC qui a pris le Cameroun en otage. Comme je disais tout à l'heure, en 1992, le peuple camerounais a fait sa part. Le jour des élections, le jour de la proclamation des résultats, en 1992, la police, les militaires étaient partout. Je dis par exemple dans mon quartier, on fouillait tout le monde ce matin-là. Le jour où ils allaient annoncer les résultats des élections, c'était la catastrophe à Bepanda, à Douala. Et vous avez vu la suite des événements quand ils ont annoncé que Paul Biya avait gagné. Ils savaient que le peuple ne serait pas d'accord avec les résultats qu'ils allaient proclamer. Ils ont mis l'armée dehors avant pour nous intimider,
pour empêcher le peuple même de crier son désarroi au moment où ils diront que Paul Biya a gagné les élections. Ce qui s'est joué au Cameroun en 2018 s'apparente à peu près à ce que nous avons eu en 1992. Et ce qui va alors se passer dans les prochaines élections, ce sera le Mami-Pi. Parce qu'aujourd'hui, le peuple camerounais s'est dispersé en 92. On a donné des voix à Bello Bouba, des voix à John Fundi, et Paul Biya a gagné avec un petit 39%. Donc déjà en 1992, si on prend 100% des électeurs, Paul Biya n'avait eu que 39% des suffrages. Et encore, c'était la victoire de John Fundi. Mais nous n'allons pas rentrer dans ce détail-là. Ça fait partie du passé. Mais ce passé qui nous poursuit. Nous devons maintenant nous battre pour que les prochaines élections, que le peuple camerounais ne se laisse plus distraire par les candidats. Nous devons nous battre pour rester unis derrière un seul candidat qui porte les espoirs du peuple camerounais. Nous devons, nous, peuple camerounais, quelles que soient nos tendances politiques, régionales ou ethniques, puisqu'ils ne se sont battus jusqu'à présent que pour régionaliser les partis, nous devons vraiment, peuple camerounais, faire le vote responsable aux prochaines élections qui vont se présenter au Cameroun. Nous souffrons tous. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le peuple camerounais souffre. Mais c'est maintenant que nous devons faire ce qui est en notre possible pour mettre Paul Biya et le gouvernement du renouveau hors de nos institutions. Le peuple camerounais doit choisir de prendre ses responsabilités. Ne plus suivre un dirigeant parce qu'il est de telle région ou de telle autre. Non. Nous devons suivre ce dirigeant qui porte les espoirs du peuple camerounais. Qui portera les espoirs du peuple camerounais aux prochaines élections. Aux dernières élections de 2018, au dernier moment, je dirais même trop tard, parce que ce n'est que dans les dernières semaines des campagnes électorales que le SDF a choisi de faire alliance avec le MRC. Mais c'était trop tard. C'était trop tard parce que malgré cette alliance, Elekam a quand même imprimé les bulletins du SDF. Et des personnes qui n'avaient dans leur tête qu'Akere Mouna, ils n'ont même pas su que les deux avaient fait alliance. Ils sont allés voter pour le SDF. C'était une façon encore de disperser les voix. Mais nous interpellons aujourd'hui l'opposition camerounaise et le peuple camerounais. Ne nous laissons plus distraire. Décidons dès aujourd'hui de nous mettre tous ensemble derrière le candidat qui porte les espérances du peuple camerounais. Décidons aujourd'hui, quel que soit, que tu sois militant du SDF, de l'UNDP, de n'importe quel parti, je ne vais pas citer, tous ces candidats-là, ils sont là pour disperser les voix du peuple et donner la voix à la personne que nous ne voulons pas. Nous devons nous mettre tous ensemble dès le départ, décider de suivre le candidat qui porte les espoirs du peuple camerounais aux prochaines élections présidentielles, tôt ou tard. Ce qui est sûr, c'est que ça peut se déclencher d'un moment à l'autre. Normalement, ils doivent fermer les inscriptions sur les listes électorales le 31 ou le 30 août, je crois. Et nous espérons que jusqu'à présent, beaucoup de personnes se sont inscrites. Moi, j'ai ma carte d'électorat. J'ai voté en 2018. Moi, aujourd'hui, j'ai déjà invité plein de personnes dans ma famille à s'inscrire sur les listes électorales. Et j'espère que chaque combattant de la diaspora fait la même chose dans sa famille. Nous devons faire le vote responsable, non plus pour nous, mais pour nos enfants. Parce que nous qui avons aujourd'hui des enfants qui sont à l'université, nous ne nous battons plus pour nous. Nous devons nous battre pour nos enfants. Nous battre pour notre avenir. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir du Cameroun. Nos enfants, c'est aussi notre avenir. S'ils sont heureux, nous le sommes aussi. Nous devons prendre nos responsabilités et rester alertes pour que ce qui s'est passé au Cameroun en 1992, ce qui s'est passé au Cameroun en 2018, parce que ce sont les élections qui ont fait le plus mal au peuple camerounais. 1992 et 2018. Alors les prochaines, il faut que ce soit fatal pour le gouvernement du renouveau qui a pris notre pays en otage depuis 40 ans. C'est maintenant que nous devons commencer. Bref, nous sommes déjà en train de nous battre. Mais nous devons nous battre pour que notre peuple du 237 reste alerte. Et que dès le départ, que l'opposition s'unisse dès le départ, qu'on n'attende plus vers la fin de la campagne électorale pour que Elekam aille encore, même si les gens ont fait union, que Elekam aille imprimer les bulletins de tous les partis, histoire de disperser encore les voix. Dans tous les cas,
nous savons que depuis 40 ans, Eleka n'est pas du côté du peuple camerounais. L'armée n'est pas du côté du peuple camerounais. Même les opposants, les soi-disant opposants, la majorité d'entre eux n'est pas du côté du peuple camerounais. Alors nous, peuple camerounais, nous sommes éveillés aujourd'hui. Nous savons qui est le candidat qui portera les espoirs du peuple camerounais. Unissons-nous derrière lui. Unissons-nous derrière le candidat qui portera les espoirs du peuple camerounais. Après la conférence de Montpellier, Achille Bembe a mené une certaine enquête sur le climat politique au Cameroun aujourd'hui. Je vais vous lire ses conclusions. Normalement, ça devait être publié dans le Jeune Afrique le 4 août 2022. Je l'ai pris en ligne parce que j'ai acheté Jeune Afrique, mais je n'ai pas trouvé cet article là-dedans. Je vais donc vous le lire pour que vous compreniez avec moi, avec ces conclusions, quel est le climat politique au Cameroun aujourd'hui, afin que chaque Camerounais se tienne prêt à prendre ses responsabilités le moment venu. Donc, c'est le titre, c'est Cameroun-France, tout se joue aujourd'hui par Achille Bembe. Aux yeux de l'historien camerounais, la manière dont la France accompagnera la fin de règne de Biya donnera le ton de ce que seront les relations de Paris avec le continent. Un enjeu éminemment stratégique pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ayant proclamé sa volonté de renouveler les relations entre l'Afrique et la France, sa visite au Cameroun à la fin juillet représentait un sérieux test. Peut-être le plus difficile pour lui. Pays pivot, concentré de contradictions explosives, le Cameroun est l'un des États les plus complexes et les plus énigmatiques du continent. Pour des raisons historiques évidentes, il est depuis l'époque coloniale l'un des foyers les plus critiques et même les plus virulents à l'égard de la politique française en Afrique. Protectorat allemand de 1884 à 1918, il devient en 1919 un territoire sous mandat de la Société des Nations SDN avant d'être placé sous la tutelle de l'ONU, qui en confie l'administration à la France et à la Grande-Bretagne. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, d'un point de vue juridique, il ne fut donc jamais une colonie proprement dite. Nous parlons du Cameroun. Le Cameroun n'a jamais été colonisé. Au point de vue juridique, il ne fut donc jamais une colonie proprement dite, même si les puissances occupantes tinrent à l'administrer comme tel. Ce statut juridique exceptionnel est à l'origine du nationalisme camerounais. Créée en 1948, l'Union des populations du Cameroun, UPC, emporte le flambeau. Son secrétaire général, Ruben Ouniober, qui en est le théoricien et le porte-parole Podol, est assassiné le 13 septembre 1958 dans le maquis de Libel-Ligoy, en Sanaga-Maritime, par les troupes françaises. Après que son mouvement a été exclu de la scène politique légale en 1955. Profané, sa dépouille est traînée jusqu'à Ezeka où il est enseveli dans un immense bloc de béton. D'autres figures subiront un sort plus ou moins similaire. Félix Roland Mounier, Castor Osende Afana et Ernest Wandier. La guerre d'indépendance qui débute en 1955 fera des dizaines de milliers de morts. Ce conflit sanglant se prolongera bien après la décolonisation. Il aura façonné la nature de l'État camerounais et aura, selon les historiens, fait du pays l'un des laboratoires privilégiés du système tant décrié de la France-Afrique. Ainsi que l'a admis Emmanuel Macron lui-même à Yaoundé, cette période traumatique a fait l'objet d'un refoulement actif de part et d'autre. En revanche, le souvenir des luttes de l'époque a servi de matrice à l'imaginaire culturel de la nation camerounaise. Au point que la critique et la contestation de la politique française en Afrique s'en nourrissent aujourd'hui, y compris au sein des jeunes générations qui n'ont connu ni la colonisation ni la guerre d'indépendance. Réussir l'après-Biya. Les contradictions accumulées depuis cette époque convergent désormais vers un seul et même point. Les luttes en vue de la succession de l'actuel chef de l'État au pouvoir depuis 40 ans. Depuis bientôt 40 ans, mais bon.
De toute évidence, la façon dont ces luttes sont menées et la forme que prendra leur dénouement constitue l'un des enjeux majeurs de la politique africaine de la France. Accompagner et surtout réussir la succession de Paul Biya est un objectif politique stratégique du quinquennat d'Emmanuel Macron. Un tel succès ouvrirait un vaste champ de possibilités à tous les acteurs impliqués dans le projet de refondation des rapports entre l'Afrique et la France. Surtout, il donnerait un cours nouveau à l'histoire d'une sous-région en panne d'intégration, menée par l'enquistement de régimes vieillissants et par la métastase progressive de foyers de tension de plus en plus difficiles à éradiquer. D'ores et déjà, un marché sous-régional de la violence est en voie de structuration. Sous l'effet de nombreux appels d'air, l'art du terrorisme islamiste risque de s'étendre au-delà des pourtours du lac Tchad et de la frontière nord avec le Nigeria. Sur le flanc oriental, les effets de la violence qu'exercent les milices dans la Centrafrique voisine se font sentir petit à petit, s'y greffent les activités des mercenaires russes. Se met progressivement en place dans l'ensemble de la sous-région un modèle de pouvoir adossé sur la prédation et l'extraction des richesses. Ce modèle cherche à se reproduire en misant sur la protection de sociétés privées de sécurité, de milices et autres corps d'armée. En échange, ces formations armées captent les ressources naturelles des pays en question. La fragmentation sociale. Au Cameroun, les luttes pour la succession de Paul Biya ont cours alors que la situation intérieure ne cesse de se détériorer. Elle se caractérise par un accroissement sans précédent des inégalités et de la fragmentation sociale, par l'abandon des jeunes, la multiplication et l'extension des risques de toutes sortes. À première vue, la longévité au pouvoir du président camerounais, à première vue, la longévité au pouvoir des présidents camerounais est parmi les plus remarquables au monde. La très grande majorité du sexagénaire n'aura connu que deux. La très grande majorité des sexagénaires au Cameroun n'aura connu que deux chefs d'État depuis 1960. Si autrefois cette longévité pouvait être synonyme de stabilité, si tel n'est plus le cas. Au contraire, l'absence de changement est devenue un facteur de graves incertitudes. Elle met en péril la plupart des progrès réalisés depuis l'indépendance, à commencer par l'unité du pays et ses grands équilibres ethno-régionaux. Les divisions internes sont en passe d'atteindre un point de non-retour, comme l'atteste la situation dans les régions anglophones. Les clivages régionaux ne datent pas d'aujourd'hui. Entre 1960 et 1980, ils opposaient le Sud et le Nord. Ils ont débouché au lendemain de la succession de 1982 sur la tentative de coup d'État de 1984. Aujourd'hui, le risque est moins de pouvoir changer demain au terme d'une insurrection populaire que d'assister au démembrement du pays par la voie d'une succession de fait ou par la multiplication de portions de territoires ingouvernables. Le conflit anglophone a causé des milliers de morts, des dizaines de milliers de déplacés internes et plus d'une centaine de milliers de réfugiés. La destruction de l'habitat est une situation humanitaire dont on parle assez peu malgré sa gravité. Il devrait être une priorité de tout dialogue politique entre le Cameroun et ses partenaires étrangers. Surtout, il devrait faire l'objet d'un dialogue intra-camerounais assorti, au besoin d'une médiation internationale. La solution fédérale. À ces clivages régionaux s'ajoutent les effets de la politique ethnique que mène le bloc au pouvoir depuis la tentative de coup d'État de 1984. Elle est à la source de maintes récriminations qui laissent craindre des actes de vengeance, voire de pogrom à court ou à moyen terme. La tournure ethnique, compris les luttes politiques, est une donnée fondamentale des mobilisations en cours. C'est notamment le cas pour les nominations dans les centres névralgiques de l'État que sont l'armée, la fonction publique, l'administration territoriale, la magistrature, les universités, les sociétés d'État et la diplomatie.
Ces tensions ethniques sont attisées par maints acteurs politiques qui s'en servent soit pour s'accaparer des richesses, soit pour stigmatiser et délégitimer leurs rivaux et concurrents. C'est notamment le cas dans l'octroi des marchés publics, la délivrance des permis divers et autres passe-droits. Les luttes foncières en sont la parfaite illustration. Elles ne s'intensifient pas seulement en milieux urbains. Elles ont lieu au détour de l'accaparement des terres en milieu rural, de la privatisation d'immenses domaines forestiers et miniers, ou de leur cession à des multinationales étrangères, souvent au mépris de l'intérêt des communautés locales ou de la sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité. De nombreuses communautés ethniques s'estiment lésées. Elles réclament de nouveaux découpages administratifs et territoriaux qui leur permettraient de disposer de leur propre province. Je pense que les Bassa ont souvent eu cette réclamation puisqu'ils sont éparpillés dans plusieurs régions. Qui leur permettrait de disposer de leur propre province, source d'investissement et d'emploi, ainsi que d'une représentation parlementaire proportionnelle à leur poids démographique. La plupart de ces revendications pourraient s'insérer dans une véritable politique de régionalisation, voire dans le cadre d'un régime fédéral. Pour être un vecteur de démocratie locale et territoriale, une telle politique d'autonomisation devrait aller bien au-delà de la décentralisation. Un pas vers l'irréparable. La situation des droits humains et des libertés fondamentales est à tous égards préoccupante. Il en est de même des niveaux de prédation, voire de corruption, y compris au sein de la justice. Les emprisonnements arbitraires d'opposants sont monnaie courante au Cameroun. Les rassemblements de l'opposition sont régulièrement dispersés. Les tentatives d'adoption d'un code électoral par consensus ont échoué. Il est devenu objectivement impossible de tenir des élections libres, honnêtes et transparentes au Cameroun. Dans la perspective d'une succession paisible et réussie, tous les efforts devraient porter sur la construction d'une plateforme de dialogue inter-camerounais. Bien conçu et bien mené, un tel dialogue continu ouvrirait la voie à une période de détente qui jetterait les bases d'une réconciliation entre les Camerounais. L'érection d'une telle plateforme s'accompagnerait de gestes concrets et d'un ensemble de mesures visant la libération progressive de tous les prisonniers politiques. Une amnistie pour tous ceux qui ne sont coupables d'aucun crime de sang, un effort renouvelé en vue de l'éradication de la corruption et, surtout, une réforme du code électoral par consensus et le transfert du pouvoir par la voie des urnes. Une succession de gré à gré ou une succession de père en fils conduirait inexorablement vers l'irréparable au Cameroun. Le succès de la transition se mesurera à la possibilité pour les Camerounais de choisir librement leurs dirigeants au terme d'élections libres et transparentes. La réconciliation générale passera par ailleurs par le rétablissement de la vérité sur les événements qui ont entouré la lutte pour l'indépendance après des décennies de déni des autorités françaises. François Hollande avait, lors de sa visite au Cameroun en 2015, reconnu la part tragique de cette histoire. Il y a eu une répression dans la Sanaga maritime et en pays Bamileke, avait-il déclaré avant d'annoncer l'ouverture des archives de cette période. Cette annonce est restée sans lendemain. Emmanuel Macron s'est engagé à aller plus loin. Une commission pluridisciplinaire chargée de faire la lumière sur l'action de la France et d'établir les responsabilités sera créée. Les archives seront ouvertes dans leur totalité. Certes, de nombreux travaux existent déjà et nul ne conteste désormais l'essentiel des faits. Mais bien des zones d'ombre subsistent. On l'a vu dans d'autres cas tels que ceux de l'Algérie et du Rwanda. Pour que le passé soit assumé sur le plan politique, un travail de vérité est incontournable. Encore faut-il le rappeler que ce contentieux historique n'oppose pas seulement le Cameroun à la France. Parce qu'il s'est prolongé au-delà de la décolonisation, il oppose aussi le Cameroun à lui-même. Si réconciliation générale il doit y avoir,
il ne suffira pas que la France reconnaisse ses responsabilités. L'État camerounais devra lui aussi reconnaître les siennes à l'égard de ses propres enfants. Bon, c'est la fin du texte de conclusion des travaux de Achille Bembe. Vous comprenez donc la situation politique au Cameroun aujourd'hui. Il précise bien dans son texte qu'une succession de gré à gré ou de père à fils mènerait le Cameroun vers l'impasse, vers l'irréparable. C'est-à-dire que s'il y a une succession de gré à gré au Cameroun, avec les tensions, la colère que nous avons dans nos cœurs là, s'il y a une tentative de succession de gré à gré à la tête du Cameroun, ça voudra dire que le renouveau de Paul Biya a choisi de laisser le Cameroun dans la guerre civile, dans l'éclatement. Parce que tel que nous sommes aujourd'hui, aucun Camerounais ne veut plus voir le renouveau se renouveler à la tête du Cameroun. Ça c'est vrai, ça c'est mon cas. Et ça c'est le cas de beaucoup d'autres Camerounais. La preuve, il n'y a qu'à voir les milliers de personnes qui descendent dans la rue ici en diaspora quand nous sortons. Nous allons donc interpeller le peuple camerounais vivant à l'intérieur du triangle national. Prenez vos responsabilités. Chers parents, battez-vous pour vos enfants. Chers parents du 237 qui vivent au 237, battez-vous pour vos enfants. La diaspora est déjà debout. Aujourd'hui, la balle est au 237. Ils doivent aussi se lever. C'est ensemble que nous mettons hors d'état de nuit ce gouvernement du renouveau qui pendant 40 ans n'a rien fait pour nous. Quand j'étais petite, je voyais une société de transport urbain. Il y avait le Navigo au Cameroun en 1982. Hein. Sotuc. Aujourd'hui, si tu parles de Sotuc au Cameroun, les jeunes vont se demander que, mais ça c'est quoi? Sotuc, c'était Société de transport urbain du Cameroun. Et chaque samedi ou chaque vendredi, je crois, je voyais mes frères aller à la Sotuc acheter leur carte de transport pour la semaine. Ça se vendait à 450 francs. Quand tu achetais ta carte de transport pour la semaine, on te la vendait à 450 francs. Mais si tu achetais ton ticket tous les jours, matin et soir dans le bus, c'était 50 francs. Donc en allant t'aligner à la Sotuc, à Bassa, tu gagnais 50 francs. Alors je voyais mes grands soeurs et grands frères aller s'aligner là-bas. Quand la maman leur donnait leurs 500 francs, ils partaient s'aligner, acheter la carte de la semaine pour gagner 50 francs. Pendant que les pays avancent, le Cameroun a reculé. On a vu Sotuc mourir sous nos yeux. Aujourd'hui même, je ne sais pas si la base Sotuc existe. Au niveau du palais de justice de Ndokoti. Le camp d'en face, c'était la base Sotuc, Société des transports urbains du Cameroun. Sotuc est mort comme toutes les autres sociétés du Cameroun sont mortes sous Paul Biya. Le Cameroun a reculé en 40 ans de renouveau. Aujourd'hui, peuple camerounais, nous des générations 80-70 là, nous avons eu des enfants, nous avons subi de plein fouet le gouvernement du renouveau. Mais nous ne pouvons pas laisser que nos enfants subissent la même chose. C'est ça que nous devons comprendre aujourd'hui. Un parent qui a 50 ans aujourd'hui doit se battre pas pour lui-même, pour les enfants qu'il a mis au monde. Si tu as eu un enfant à 25 ans, c'est qu'il a aussi 25 ans aujourd'hui. Les parents ne doivent plus rester dans les bars. Les parents doivent sortir de la rue de la joie au Cameroun. Vous avez vu les conclusions de ces travaux de l'historien Achille Bembe. Mais tout ceci s'adresse au peuple camerounais. Nous ne pouvons pas continuer à cacher notre tête sous le sable. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais que tout se joue au Cameroun. Et si le peuple camerounais laisse passer cette occasion, si le peuple camerounais laisse le renouveau se renouveler, nous aurons sacrifié nos propres enfants et nos futurs petits-fils. Parce que s'ils se renouvellent, nous voyons déjà tous les pontes de régime ont leurs enfants préfets, sous-préfets. Les Ngongos, qui sont en prison ou pas. Leurs enfants sont déjà tous préfets, sous-préfets. Les enfants de moins de entre 27 et 35 ans, sortis de l'ENAM, ils sont déjà préfets, sous-préfets et tout. Le peuple camerounais ne peut pas continuer à regarder cela sans réagir. Chers parents, sortons des bars, sortons de la rue de la joie. Bientôt au Qatar, quand le Cameroun va jouer, on va se mettre tous ensemble pour applaudir. Mettons-nous tous ensemble pour réclamer nos droits. Mettons-nous tous ensemble pour exiger la révision consensuelle du code électoral sans lequel les élections seront truquées au Cameroun. Et si les élections sont truquées, ça veut dire que Paul Biya avait laissé un bain de sang au Cameroun avant de partir. Parce que les nouvelles générations ne veulent plus accepter cette domination du renouveau-là. C'est de ça qu'il est question.
Donc, je vous invite tous à relire ces travaux que j'ai lus pour vous aujourd'hui, à relire Urgence de la pensée et que chaque personne essaie de s'imprégner de tout cela pour, c'est-à-dire déjà pour cultiver sa fibre nationaliste aussi, mais pour se préparer au futur combat, parce que ce qui va se passer au Cameroun sera un combat, soit du peuple camerounais contre le renouveau, soit des militaires contre le peuple comme d'habitude, parce qu'en 1992, les militaires étaient déjà dehors le jour de la proclamation des résultats. Dès 6 heures, Bepanda était noir de militaires. Tout Mopi, c'était déversé à Bepanda. J'allais à l'école, on m'a fouillé. On fouillait tout le monde qui sortait du quartier. Et il y avait du monde qui était assis. Je ne sais pas ce qu'on avait vu sur ces personnes. Et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais il ne faut pas qu'une telle situation se répète au Cameroun. Parce que si Paul Biya s'en va et que le Cameroun sombre dans des crises, ça voudra dire que ce monsieur aura enfoncé le Cameroun jusqu'au bout. Donc, c'était la contribution des femmes indignées TANAP ce soir. Nous vous invitons à lire ces travaux de Achille Bembe. C'est marqué Jeune Afrique du 4 août. Attendez, je vais vous dire la date. Je vais vous dire la date de publication de ces travaux, oui. Achille Bembe, historien camerounais, 4 août 2022, oui. Mise à jour le 4 août 2022. C'est en ligne. Donc, vous tapez Achille Bembe, France-Cameroun, tout se joue aujourd'hui. Vous pouvez relire, vous imprégner de ces textes et que chacun prenne sa part de responsabilité dans ce qui se joue au Cameroun aujourd'hui. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci.